Bonjour et bienvenue, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse puisque je reçois Inès. Donc Inès que je suis depuis quelques temps via son compte Instagram qui diffuse de très beaux messages sur les troubles du comportement alimentaire pour aider les personnes à s'en sortir. Et donc, aujourd'hui Inès, ce que je te propose, c'est de te présenter comme tu le sens et puis de nous parler un petit peu de ton parcours. Oui, du coup, bonjour. Encore merci de m'avoir invitée sur le podcast. Je suis vraiment très honorée. Et pour me présenter, alors j'ai 26 ans, bientôt 27 dans 1 mois et 2 jours exactement. Dans la vie, ce que je suis dans un cabinet de conseil, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais sur Instagram. Et justement, sur Instagram, je partage un peu mes expériences de vie par rapport aux troubles du comportement alimentaire parce que j'ai souffert de TCA pendant littéralement 10 ans de ma vie. Ça a alterné entre beaucoup de troubles alimentaires différents. Ça a commencé par l'hyperphagie, puis l'anorexie, puis la boulimie qui a été le plus compliqué à soigner. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, heureusement. Et donc voilà, j'ai ce petit compte Instagram à côté où c'est un peu l'endroit où je peux me livrer, où je peux donner des conseils, enfin, où surtout je peux donner les conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne à l'époque. Et encore merci pour ça, hein. Je te le redis puisque je te l'ai déjà dit en off, mais c'est hyper précieux, je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, d'avoir des gens qui ont traversé ça et qui partagent. Donc, je le fais aussi de mon côté. Et c'est bien d'avoir plusieurs personnes parce que ça fait plusieurs façons, en fait, plusieurs échos. Donc, chacun a sa patte, chacun a sa façon de le dire. Donc, vraiment, merci pour ce que tu fais. C'est sûr que ça aide des gens. Et à ce propos, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Tu disais que tu avais souffert des TCA pendant 10 ans, ce qui est énorme. Euh, Comment ça a commencé? Quelles sont les grandes étapes qui t'ont permis d'en sortir? Alors, moi, ça a commencé au collège parce que, pareil, j'en parle beaucoup sur mon compte Instagram, mais j'ai souffert de harcèlement scolaire. Et en fait, à l'époque, j'avais ce qu'on pourrait dire. En fait, à chaque fois, je dis j'avais ce qu'on pourrait dire un léger surpoids. Je ne sais même pas si c'était un léger surpoids, en fait. En tout cas, effectivement, j'étais peut-être un peu plus ronde que les autres. Sans que ce soit dans un extrême, enfin peu importe. Et les gens dans ma classe ne faisaient que me le rappeler. C'est-à-dire, il n'y avait pas une journée, on ne me faisait pas de remarques sur mon ventre, sur mes fesses, sur mon corps. Et c'était hyper compliqué. Et le sujet avec ça, je pense que les gens qui souffrent d'hyperphagie peuvent comprendre, c'est que moi, j'ai développé justement mes troubles alimentaires à ce moment-là, parce qu'en fait, on se moquait tellement de moi que le soir, quand je rentrais, j'étais très triste, forcément très triste, très en colère, surtout que j'arrivais pas à me défendre, enfin voilà. Et je me vengeais littéralement sur la nourriture. C'est-à-dire que dès que je rentrais chez moi, tout y passait, vraiment tout. Je me souviens, mes parents à l'époque, mais j'allais dire les pauvres, enfin peut-être pas les pauvres parce que c'est moi qui n'étais pas bien, mais le budget course était énorme en partie à cause de moi parce que j'avais un budget goûter énorme parce que quand je rentrais, en fait, peu importe ce qu'il y avait à manger, j'allais le manger. Et ensuite, même si j'étais, on va dire, rassasiée, ça ne m'empêchait pas de faire d'autres repas enfin, d'autres repas alors que voilà, j'avais beaucoup mangé, enfin bref. Et en fait, à l'époque, je ne le formalisais pas du tout comme un trouble alimentaire. Pour moi, j'avais aucune notion alimentaire en tout cas. Donc maintenant que j'ai le recul que j'ai aujourd'hui, je sais que c'était de l'hyperphagie. Enfin, c'était clairement de l'hyperphagie parce que, encore une fois, j'avais des compulsions alimentaires, mais je n'essayais jamais de les compenser. Parce qu'encore une fois,
Heureusement, à cette époque-là, j'étais préservée de tout ça. J'avais aucune idée de la densité calorique de tel aliment. J'avais aucune idée que, OK, si tu fais du sport, tu brûles le temps de… Bref. Donc voilà. Mais quand même, il y avait quand même un sujet parce que je me vengeais vraiment sur la nourriture. Ça a duré pendant toute la fin du collège. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon premier régime, le fameux. Donc, entre la troisième et la seconde, j'ai décidé pendant l'été d'essayer de maigrir. Ça a marché. Après, ce n'était pas un régime extrême en soi. Franchement, en fait, j'étais tombée sur un livre dans un rayon de Carrefour. C'était un truc du genre le corps de rêve pour les paresseuses. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un truc comme ça. Et en soi, pareil, avec le recul, je pense que c'était pas un régime très extrême, c'était un peu les trucs de base. Enfin, en gros, je suis pas partie dans un extrême où je mangeais rien. C'est juste, bon voilà, j'ai fait ce que font beaucoup de gens en ce moment sur Instagram, une sorte de rééquilibrage alimentaire, on va dire. Bon, du coup, j'ai perdu du poids très très vite. Et ce qui s'est passé, parce que enfin, j'ai arrêté aussi les compulsions alimentaires à côté de ça, donc oui, forcément, j'ai perdu du poids très vite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la rentrée, forcément, je suis arrivée hyper amaigrie. Et mes anciens camarades n'ont pas manqué de me le rappeler. Tout le monde à la rentrée me disait waouh, t'as tellement maigri. Enfin bref. Et à partir de là, pour moi, c'est là que le deuxième, on va dire, terreau favorable des TCA s'est installé. C'est que je me suis dit, OK, donc en fait, quand tu es mince, les gens t'apprécient et quand tu es grosse, on se moque de toi. Et ça, mon Dieu, ça a été la croyance qui a été le plus compliqué à enlever de ma tête parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment traumatisée par mes années collège. Donc voilà. Donc là, au lycée, ça allait. Pour moi, je n'étais pas encore dans un extrême niveau trouble alimentaire. J'ai été dans une sorte de petit rythme de croisière pendant tout le lycée où, bon, je faisais partie des filles qui faisaient attention. Mais je considère qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore dans un extrême. J'étais juste, bon, bah voilà, j'avais pas envie de regrossir. Donc, un peu pareil, je fais mon parallèle avec les régimes. Là, j'ai dit mon rythme de croisière, c'est exactement ça. Je crois que dans les régimes, il y a un mot pour dire ça, c'est je sais plus, il y a plusieurs phases et à un moment, il y a une phase qui s'appelle comme ça, phase de croisière, et c'est censé être la phase où on stabilise son poids. Donc moi, ça a été ça pendant tout le lycée. Et ensuite, en fait, à la fin du lycée, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris la pilule et là, j'ai pris du poids. Je crois que j'avais pris 10 kilos à l'époque. Et le problème, c'est pour ça que je dis le terreau favorable des TCA a été là, c'est que j'avais tellement cette ancienne peur qui était, mon Dieu, si je grossis, les gens vont se moquer de moi. Et ça m'a fait paniquer et c'est ça qui a fait que là, je suis tombée dans un trouble alimentaire beaucoup plus dramatique, qui est l'anorexie. C'est que pour contrer cette prise de poids, j'ai voulu faire un régime, mais là, c'était très conscient. C'était pas juste je fais un peu attention. Non, non, c'était un régime très extrême. À l'époque, j'avais téléchargé l'application, je ne vous le conseille pas, l'application MyFitnessPal, qui m'avait recommandé un nombre de calories vraiment ridicule. Enfin, ridicule. Je l'avais suivi. Et donc là, pareil, j'avais perdu beaucoup de poids. Mais même chose, j'arrête pas de dire que j'étais encore pas dans un extrême. Bon, pour moi, là, déjà, quand j'en parle, je trouve que déjà, vu le nombre de calories que je mangeais à cette époque, c'était déjà pas assez, mais peu importe. Pour moi, là, c'était le début de l'anorexie, mais c'était pas encore ça. L'apogée, l'anorexie en tant que telle, elle est arrivée un peu après. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire et ensuite, je suis allée en école de commerce. Et ce qui s'est passé en école de commerce, c'est que j'ai rencontré un garçon et c'était vraiment… comment dire, moi, je suis quelqu'un qui a été biberonné aux séries américaines. Et dans les séries américaines, il y a toujours cette image du mec un peu bad boy, que toutes les filles veulent, voilà, et la fille un peu sérieuse à côté. Alors moi, voilà, c'était ça. Moi, j'étais la fille un peu toute sérieuse, etc. Et lui, c'était le mec populaire, le capitaine d'une équipe de hand. Du coup, c'était pas une équipe de basket ou quoi, c'était une équipe de hand. Et ce mec-là, pour moi, c'était un coup de foudre. Enfin, j'ai été amoureuse de lui à la seconde où je l'ai vu, vraiment. Vraiment, je me croyais dans une série, mais c'était vraiment ça. Et ça a fait que, en fait, je suis tombée dans une relation très toxique avec cette personne-là parce que, en fait, moi, je l'aimais énormément. Enfin, je l'aimais trop. Et lui, en fait, maintenant, pareil, je le dis avec le recul, je pense qu'il ne m'aimait pas, en fait. Enfin, que voilà, il m'appréciait, on est sortis ensemble, il n'y a pas de sujet, mais je pense qu'il a décelé très vite que j'étais beaucoup plus attachée à lui que lui et il en a énormément profité. Je vais passer les détails de toutes les violences verbales, etc. Mais c'était quelqu'un qui me manipulait beaucoup, qui arrivait à faire vraiment tout ce qu'il voulait de moi, qui m'a trompée beaucoup de fois.
Enfin, bref, j'étais pas du tout dans une relation saine. Je ne conseille ça à personne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on s'est séparés. Enfin, plutôt, il m'a quittée. Et moi, à la suite de cette rupture, j'étais au plus bas. Je ne comprenais plus. Enfin, c'était mon premier vrai chagrin d'amour. Et je me répète, j'étais folle amoureuse. Donc, en fait, pour moi, tout s'écroulait. Et comme j'étais en école de commerce, je ne vivais plus chez mes parents. Bref, j'étais toute seule. Et toujours les vieux traumatismes. Je reviens au début de... J'avais cette idée dans la tête que si on est mince, on est apprécié. Si on est grosse, on n'est pas aimé. Moi, à cette époque-là, j'étais à un poids plutôt bas, mais pas extrêmement bas. Mais du coup, vu que j'avais encore une fois cette pensée dans la tête, je me suis dit, OK, d'accord, donc il m'a quittée. Du coup, pour le récupérer, il va falloir que je devienne la plus mince de l'école. Voilà, ça, c'était dans ma tête, c'était évident. J'avais trouvé, il fallait juste que je fasse un régime que je refasse un régime plutôt, pour cette fois-ci ne pas être à tel poids, mais être à un poids plus bas qui ferait que je serais la plus belle de l'école et que il n'aurait pas d'autre choix que de revenir avec moi. Voilà, du coup, c'est exactement comme ça que je suis tombée dans l'anorexie parce qu'en fait, souvent on dit que dans des régimes, il faut avoir une motivation pour que ça dure dans la durée, etc., ou de la discipline, peu importe. Moi, clairement, avec ça, j'avais les deux parce que je me répète, mais mon objectif, c'était vraiment de le récupérer et je ne laissais rien passer. Là, le fameux régime que j'avais fait avec MyFitnessPal, j'ai réinstallé MyFitnessPal, mais cette fois-ci, ça a été même pas, enfin, c'était même pas, je suivais même pas en fait ce que MyFitnessPal me disait parce que, en fait, moi, mon objectif, je suis désolée, je vais le dire, mais c'est horrible. Mon objectif, c'était en fait d'être très en dessous du nombre de calories que MyFitnessPal me donnait pour maigrir. Donc, déjà, parce que j'ai pas envie de donner des nombres, des chiffres, mais déjà, le nombre était faible. Et moi, en fait, mon but ultime, c'était d'avoir ce fameux message d'alerte qui dit attention, le nombre de calories recommandées pour une femme est de temps à temps, vous êtes en dessous, c'est pas bon pour votre santé. Donc moi, ça, pour moi, c'était une victoire. Si tous les jours j'avais ça, c'était une victoire. Et ça a été le cas. J'avais tous les jours ce message-là et j'étais dans une euphorie pas possible parce qu'en fait, ça marchait très bien, je maigrissais très vite. Et en fait, sans m'en rendre compte, en fait, c'est comme ça que je suis devenue anorexique, c'est que au-delà d'être contente d'être à un nombre de calories très bas, en fait, j'ai commencé à développer la peur d'énormément d'aliments. Encore une fois, j'étais étudiante à ce moment-là. Et quand on est étudiante, il y a quand même les soirées, il y a quand même les kebabs post-soirée, il y a des événements, etc. Moi, j'étais tétanisée face à tout ça. J'avais énormément de règles. Je ne faisais aucun écart, jamais, jamais. Je ne mangeais aucun féculent, aucun. Et en fait, petit à petit, pendant toute l'année, vu qu'encore une fois, je voulais que ce message de MyFitnessPal arrive, c'est comme ça que j'ai éliminé en fait tous les aliments qui avaient une densité calorique que je jugeais comme trop élevée. Et en fait, je suis tombée dans une sorte de régime alimentaire où en fait, je me nourrissais que de protéines animales à l'époque, protéines animales, légumes. Et c'est tout, je crois, parce que je pense qu'il y a même un moment où j'ai arrêté les fruits. Donc en fait, je mangeais vraiment pas grand-chose. Et les gens ont commencé à le remarquer parce qu'encore une fois, j'ai maigri très vite. Et au-delà du fait de maigrir très vite, les gens commençaient à voir que j'avais un régime alimentaire spécial parce que même si je vivais seule, il y a toujours des événements sociaux qui font qu'on est obligé de manger avec les autres. Et mes amis commençaient bien à voir que, OK, quand on allait au restaurant universitaire, moi, je demandais toujours beaucoup de légumes avec juste une escalope de dinde. Enfin, elle voyait qu'il y avait un problème, que je mangeais jamais de sandwich, bref, tout le monde commençait à le remarquer. Et puis, j'étais très mince, surtout, vu que je suis petite de taille, forcément, dès qu'on maigrit, en fait, ça se voit. Mais bon, ça n'a rien changé, malgré le fait que tout le monde me le disait. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que comme je rentrais chez mes parents à chaque vacances, eux, pareil, ils le voyaient. Ils voyaient bien que tous les 2-3 mois, dès qu'ils me revoyaient, j'avais encore maigri. Donc au début, ils ne s'inquiètent pas. Ils disent, bon, c'est juste parce qu'elle est étudiante, elle se dépense plus qu'avant, peu importe. Et puis au fil du temps, ils voyaient bien que là, c'était pas possible. J'étais cadavérique. C'est là qu'ils m'ont envoyé chez mon médecin traitant, mon médecin de famille, qui lui a tout de suite posé le diagnostic. Il n'y a pas eu besoin de tergiverser. Il a vu le poids versus la taille. Il m'a posé plein de questions et en fait, à un moment, je ne pouvais plus mentir. Il m'a orienté vers un professionnel, dans une clinique spécialisée là-dedans pendant l'été. Là, j'ai fait une sorte de tentative de guérison, mais franchement, c'était juste pour qu'on me laisse tranquille. Enfin, j'ai repris un peu de poids pendant l'été, que j'ai reperdu à la rentrée. Enfin,
c'était un cercle vicieux. Et en fait, ce qui m'a permis de quand même sortir finalement de l'anorexie, c'est que ce fameux ex dont j'ai parlé, à un moment donné, on s'est remis ensemble. Et alors, rétropédalage, là, il n'arrêtait pas de me dire que j'étais trop mince. Donc bon, c'est clairement le pire motif de guérison, mais ça m'a quand même aidé parce qu'en fait, j'ai voulu reprendre du poids, même chose pour lui plaire, parce que là, enfin, je me rendais compte, ah oui, effectivement, je suis peut-être un peu trop mince. Et puis, la vraie chose qui m'a sauvée, c'est plutôt de me sortir de cette relation, parce qu'à un moment, j'ai bien compris qu'il y avait peut-être un petit problème. Et au fil du temps, en reprenant du poids et en voyant, en me remettant avec lui qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes, je me suis enfin séparée de cette personne. Et là, ça allait un peu mieux. Ça allait un peu mieux pendant, on va dire, 3-4 mois, parce que finalement, j'avais repris un peu de poids, etc. Je commençais à remanger, on va dire, de tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que les premières crises de boulimie sont arrivées parce que, en fait, j'ai repris un peu de poids, mais j'avais toujours cette mentalité d'anorectique qui était OK, je reprends du poids, mais par contre, on ne dépasse pas tel poids. Et puis un jour, en fait, ce poids, j'y suis arrivée et j'ai dû le dépasser de 500 grammes. Et là, c'était la fin des haricots, on va dire. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu mes premières compulsions alimentaires. Parce qu'en fait, je remangeais des aliments et je me rendais bien compte qu'ils étaient bons, ces aliments dont je m'étais privée pendant des années. Donc, j'arrivais plus à me contrôler. J'ai commencé à avoir mes premières, j'allais dire mes premières compulsions alimentaires. Non, c'est pas les premières parce que j'en avais déjà eu quand j'étais plus jeune, mais là, c'était différent parce qu'il y avait la mentalité d'anorexique. Donc, je me sentais vraiment mal de manger autant. Et donc, je prenais du poids et c'est là que, pour moi, la boulimie a commencé. Je ne me suis jamais fait vomir, mais j'ai compensé par plein d'autres choses. C'est-à-dire que j'avais des compulsions alimentaires, mais du coup, le lendemain, je faisais énormément de sport. Enfin, vraiment énormément de sport. Je prenais soit des laxatifs, soit des tisanes qui, voilà, pareil, en fait, des tisanes diurétiques, quoi. Ouais, le sport, les tisanes, les jeûnes, le fait de me priver ensuite. Enfin, j'avais des milliards de stratégies qui faisaient que, en fait, à la fin finalement, je restais toujours au même poids. En fait, je prenais du poids après mes compulsions, je les reperdais ensuite. Et c'était un truc comme ça où, en fait, finalement, toutes les semaines, tu fais une compulsion. Et puis après, finalement, toutes les semaines, ça devient tous les 3 jours. Et ça, pour le coup, ça a duré très longtemps parce que ça a été ma façon de vivre pendant, en fait, un paquet d'années. C'est assez récent, en fait, que je ne sois plus là-dedans. C'est-à-dire que si on replace dans le contexte, ça, c'était ma 2e année en école de commerce. Il y a 3 années en école de commerce. Donc, ça m'a suivi mes 2 dernières années en école de commerce, donc le Master 1, le Master 2. Et ensuite, ça m'a suivi pendant tout le début de ma vie active. Donc, les 2 premières années de ma vie active, ça a été pareil. Faire attention à la semaine. Puis, en fait, il suffit qu'il y ait un jeudi soir, un after work pour que voilà, l'effet de l'alcool fasse que ensuite ça finit en crise quand je rentre chez moi. Donc, ensuite, le week-end, beaucoup de sport. Enfin, bref, c'était comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le moment où j'ai réussi à enfin me sortir de ça, parce que j'ai essayé beaucoup de fois, mais ça n'a jamais fonctionné, ça a été pendant le premier confinement. En fait, pendant le premier confinement, ça a été à la fois l'apogée de mes TCA, mais aussi ce qui m'a permis d'en guérir. C'est-à-dire que moi, ce qui jouait beaucoup, et on va sûrement en parler, moi, ce qui jouait beaucoup dans le développement, dans le maintien plutôt de mes TCA, c'était que j'accordais énormément d'importance au regard des autres et notamment à celui des hommes. Donc, euh, encore une fois, très lié à ce qui s'était passé avec mon ex-copain, etc. Même si, après mon ex-copain, j'en ai pas parlé, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est aujourd'hui mon fiancé, donc tout va bien, une relation très, très saine, etc. Mais malgré que je sois avec mon copain actuel, j'ai toujours eu ce besoin de validation des autres, mais vraiment des autres, c'est très large. Hein. Ça va de mes copines, mes collègues, mon patron, le mec que je croise dans la rue. Enfin, c'est très large les autres. Mais dans les autres, il y avait beaucoup quand même le regard masculin. Bon, bref, du coup, j'étais très attachée à ce fameux regard et c'est ça qui faisait que quand je faisais des compulsions alimentaires, vite, il fallait retomber dans les restrictions pour que je ne grossisse pas et que je reste à ce poids cible qui était pour moi le poids que je devais faire. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, on était enfermés, donc personne ne nous voyait. Et là, en fait, ce regard des autres, il a disparu. Donc, moi, j'ai fait énormément de crises à ce moment-là. Déjà aussi parce que j'étais stressée. Rappelons-le, le confinement, ça n'a pas été la période la plus simple pour beaucoup de gens, dont moi, du coup. Et en fait, le sujet avec ce confinement, c'est qu'à la base, il devait durer 2 semaines, si on place dans le contexte. Il n'a pas du tout duré 2 semaines. Il a plutôt duré, je ne sais plus, 2 mois.
Et moi, en fait, ce qui se passait, c'est que je voyais bien que le confinement, il continuait, il continuait, il continuait. Et moi, en fait, ce qui faisait que je faisais des compulsions et après je retombais dans la restriction, c'est que je savais que le lundi arrivait et que le lundi, les gens allaient me voir. Donc, à chaque fois, je faisais une compulsion alimentaire énorme, enfin une crise de boulimie. Et ensuite, je me disais, ouh là 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 là, mon Dieu, faut pas que tu grossisses, donc remets-toi sur les rails, sinon les gens, ils vont voir que tu as grossi. Là, en fait, il n'y avait pas de. Les gens, ils vont voir que tu as grossi parce que personne ne me voyait. Donc, j'avais plus aucune pression et du coup, je faisais crise de boulimie sur crise de boulimie. C'était vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Enfin, vraiment, c'était une période horrible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça. Là, stop. Et en fait, c'est là que j'ai totalement lâché prise. Mais dans le sens, oui, ça a fait que enfin, j'ai continué à beaucoup manger, enfin, pas de sujet, mais surtout, j'ai lâché prise dans le sens où je me suis dit, il n'y aura plus de régime du lundi. C'est bon, j'en ai marre, ça commence à m'énerver. Là, on est en train de vivre une pandémie mondiale, le monde va mal, j'en ai marre de moi aussi aller mal, donc on arrête. Et c'est là, en fait, que j'ai tout déconstruit. Euh, L'histoire des bons versus mauvais aliments, plus possible, parce qu'en fait, c'est ça qui faisait que je faisais des crises, en fait. C'est que je m'interdisais tellement d'aliments que, en fait, si j'étais confrontée à ces aliments-là, bah, j'arrivais pas à m'arrêter. Donc là, voilà, c'était première des choses. Surtout qu'aussi, autre chose, parce que là, j'ai parlé de la pandémie, mais c'est aussi ça qui m'a aidée, c'est que, en fait, à l'époque, on ne pouvait pas faire beaucoup de courses. Et en fait, je n'en pouvais plus de voir que mon budget course descendait hyper vite et que je devais retourner dans les magasins alors qu'en soi, il y avait quand même des pénuries de beaucoup d'aliments et je me sentais pas égoïste, mais je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas passer ton temps à acheter plein d'aliments juste pour les manger hyper vite. Enfin, bref, donc il y a eu ça. Et après, bah, sinon, ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'encore une fois, pendant ce confinement, j'avais beaucoup plus de temps. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée, bah, encore une fois, au féminisme, etc. Et ça m'a aidé à déconstruire aussi toute cette pression que j'avais sur le regard des autres. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être le but de ton existence de plaire aux gens. Enfin, je sais pas, il faut que tu vives pour toi, il faut que tu fasses autre chose. Et pendant le confinement, pareil, bah, du coup, j'ai pu faire autre chose que juste me pavaner dans un open space ou en soirée pour dire, ouh là là, regardez, j'ai un pantalon taille 34. J'ai pu enfin, je sais pas, me recentrer sur autre chose, faire des activités manuelles, enfin, j'en sais rien. C'est comme ça paraît, enfin, j'allais dire débile, non, pas débile, mais vraiment, ça m'a permis de vraiment réfléchir à ce que je voulais dans ma vie parce que c'était la première fois en fait que j'avais un moment de pause dans ma vie et ça m'a vraiment sauvée. Enfin, en plus là, je résume, mais en parallèle de ça, j'ai fait une thérapie. Enfin, il y a plein de choses, mais pendant ce confinement, en fait, j'ai l'impression que je me suis enfin autorisée à prendre soin de moi. Et du coup, c'est ça qui a fait que, en sortie de confinement, j'avais certes pris du poids. Et bon, c'est quand on a été en restriction pendant longtemps, oui, ça peut être la conséquence. Mais j'étais surtout guérie enfin d'un trouble alimentaire. Enfin, après ce confinement-là, je n'ai plus eu aucun sujet avec l'alimentation. Et c'est en soi, là, je le dis très, enfin, comme si ça avait été simple. Déjà, ça n'a pas été simple, mais c'est surtout en fait, ça a perturbé beaucoup de personnes parce que en fait, mes copines, enfin mes amies les plus proches, vu qu'elles étaient habituées à me voir vivre avec un trouble alimentaire, euh, ça les a énormément surprises parce que c'est des trucs idiots, mais juste me voir m'autoriser à manger une pizza, me voir me resservir d'un plat, enfin, c'est des trucs comme ça paraît idiot, mais enfin, ça les a vraiment perturbés. Et pareil, mon compagnon, on a parlé, même chose, ça a été, pour lui, ça a été quelque chose d'incroyable parce qu'en fait, il était habitué à vivre avec quelqu'un qui ben, soit mangeait toujours très très sain et finalement, bon, il le savait un peu parce que je lui en parlais, finalement, de temps en temps, avait ses petites crises de boulimie en cachette. Mais bon, en cachette, quand on vit avec quelqu'un, à un moment, bon, il remarque quand même des choses. Et là, bah, voir que j'avais une sorte de liberté alimentaire, c'est vrai que même lui, il était très content parce que ça nous a permis de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc voilà. Du coup, voilà, on va dire l'histoire complète sur les TCA et comment j'ai réussi à m'en sortir. Waouh, merci beaucoup Inès pour ce partage très très Mhm. riche qui, je pense, va résonner chez beaucoup de personnes. Et effectivement, dans ton parcours, il y a cette fameuse croyance de bah, si je grossis, en fait, je suis moche, je vais être rejetée, je vais plus être aimée. Et si je m'insiste, c'est une réussite, je vais être acceptée, je vais être aimée, je vais plaire. Et ça, c'est une croyance très importante à déconstruire. Tu vois, c'est ce que je fais notamment en coaching avec mes clientes.
Parce que tant que tu as cette croyance-là et tant que tu as cet objectif de vouloir mincir, d'avoir un certain poids, c'est ce que tu disais tout à l'heure, surtout qu'on ne s'autorise pas en fait à avoir le poids que notre corps veut, mais on veut faire un certain poids, on le décide avec notre tête. Or, Oui, c'est c'est pas à exactement notre ça. mental de le décider, c'est à notre corps de nous le montrer. Mais quand on est habitué à toujours fonctionner avec le mental et à tout décider avec le mental, ça paraît impossible, on ne sait pas comment faire. Ouais, Et typiquement, c'est pour exactement ça ça. aussi que c'est bien d'oser aussi se faire aider, d'oser ouvrir un champ des possibles pour finalement apprendre à faire différemment. Et Ouais, merci exactement. pour ton partage au sujet des calories quand tu disais que tu avais MyFitnessPal. Ça, je pense que c'est une application que beaucoup de personnes ont. Je l'avais moi-même Oui, installée. ouais, Et c'est c'est fou clair. de se dire que finalement, tu étais fière quand tu voyais un message d'alerte, un message qui te disait que c'était dangereux. Non, mais Et c'est souvent, ouais. c'est ce qui se développe aussi dans les troubles alimentaires, c'est ce côté, c'est la performance, le toujours plus, le Oui, perfectionnisme. Je vais au-delà du truc. Je veux des résultats rapides. Et c'est ça peut être exactement ça. très délétère, en fait, pour la santé physique et mentale. Donc ça, c'est très important d'en prendre compte. Et ensuite, j'ai envie de rebondir sur ce que tu partageais au niveau de plaire aux autres. Je pense que ça, c'est propre aussi à toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. C'est qu'on Mm. déjà, on demande toujours l'avis des autres et les autres Oui, comptent plus que nous. Voilà, on oui, s'oublie oui, soi, oui. on oublie nos propres besoins parce qu'on veut Mm. plaire, parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on veut donner. Mais en fait, en faisant ça, on s'oublie soi et on se déconnecte de nos besoins et on veut Exactement. appliquer des règles, on veut appliquer des trucs qu'on voit à droite, à gauche. Voilà, les régimes, on veut tout faire parfaitement. On élimine des aliments, comme tu l'as partagé. Voilà, je mange plus que des légumes et que des protéines parce que tout le reste, j'ai entendu dire que ça faisait grossir Mm. ou que c'était mauvais. Et en Ouais, fait, ça devient encore plus mauvais de faire ça que de ouais, s'autoriser ces c'est aliments qu'on juge exactement comme ça. étant mauvais. C'est Donc, exactement ça. il y a vraiment ce côté ouais, je veux plaire aussi, notamment à la jante masculine. Et effectivement, euh, le regard des autres joue beaucoup. Voilà. Et il y a une phrase, tu vois, que je partage pardon, souvent à mes clientes, c'est en fait, tu ne vis pas pour les autres, Mhm. mais tu vis avec les autres. C'est tellement ça. C'est tellement ça, c'est exactement ça. Mais c'est super dur à déconstruire, je trouve. Surtout qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit ou qui résonnent vraiment beaucoup en moi. Notamment, tu as parlé de perfectionnisme. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais je pense qu'à un moment dans ce que j'ai dit, on a pu peut-être un peu le percevoir. Quand j'ai dit, oui, moi, quand j'étais en école, lui, c'était un peu le bad boy, capitaine d'équipe, et moi, j'étais la bonne élève. Et moi, ça m'a suivi très longtemps. Le petit syndrome de la première de la classe. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, je peux avoir quelques problèmes avec ça, mais bon, bref, j'essaye d'avancer là-dessus. Mais justement, le principe première de la classe, c'est vraiment comme si on avait besoin d'avoir des récompenses dans la vie. Et en fait, ça résonne beaucoup dans les TCA, clairement, le principe de perfectionnisme, c'est clairement ça, parce que les gens, en plus, c'est quelque chose qui est très valorisé quand même de bien faire les choses. Et souvent, quand on a une sorte de qu'on a des règles comme ça alimentaires, les gens sont impressionnés. Ils sont là, waouh, trop bien, tu prends pas de pain au chocolat. Enfin, quelle C'est ça. discipline, alors qu'en fait, non, ça va pas du tout. Donc voilà, il y a ça. Et après, bah, pareil, il y a un terme en anglais, je sais pas comment on le dit, mais enfin, les people pleasers, en gros, les gens. Bah, pareil, je trouve que ça va un peu avec ce truc bon élève, etc. C'est le fait de, comme tu as dit, ta phrase, enfin, elle était parfaite. On vit pas pour les autres, on vit avec les autres. Et ben c'est exactement ça. Je pense que quand on est ce genre de personne qui a besoin de la validation des autres, bah, en fait, non. Nous, on considère que ce qui est important, c'est que les autres pensent du bien de nous, mais c'est pas nous. Enfin, nous c'est optionnel, c'est à côté. Donc, bon. Mais du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on a compris ça, je pense que ça aide énormément dans la guérison des troubles alimentaires. Une fois qu'on a compris qu'on n'a pas à être parfaite et surtout qu'on n'a pas à plaire à tout le monde. Mais franchement, c'est compliqué, je trouve. Et c'est pour ça, encore une fois, je me réfère encore une fois au féminisme. Mais je pense que c'est d'autant plus compliqué pour les femmes et que, ouais, voilà, faut se répéter ce phrase-là. Enfin, limite, la phrase, encore une fois, que tu as dit, faudrait la mettre au-dessus de ton lit. Et puis, voilà, quand on se réveille, on la lit, on se dit, OK.
Je suis pas obligée, j'ai pas besoin que Pierre-Paul Jacques me valide. Je peux me valider moi-même, on va dire. Totalement. Et surtout aussi, un truc que je partage beaucoup, c'est que quand tu veux plaire à tout le monde, Ouais. bah, tu t'oublies toi et en réalité, tu n'es pas au contact de personnes qui résonnent avec toi. Parce que du coup, Ouais, tu c'est vas ça. t'adapter aux autres, tu vas Mm. ne plus être toi. Et donc, Ouais. en fait, tu vas te déconnecter de tes valeurs profondes, de qui tu es. Mm. Et donc, tu vas te Ouais. connecter avec des gens avec qui tu vas te sentir mal dans la relation. C'est comme ça Ouais, que tu c'est t'attires aussi exactement de ça. relations toxiques. Ah, mais Parce qu'au c'est final, exactement tu ça. t'oublies Oui. toi, tu t'adaptes, tu portes un masque. Mais en réalité, Mm. vouloir plaire à tout le monde, c'est s'oublier soi. Donc, vaut mieux être soi plutôt que de plaire à tout le monde, mais au final, de pas pouvoir être soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est Quand tu es exactement toi, ça. finalement, ok, c'est sûr, tu vas peut-être déplaire à des gens, mais tu vas Mm. connecter avec les vraies personnes. Et ce qui compte, c'est Mm. pas la quantité, c'est la qualité des relations. C'est à C'est quel point tellement je me ça. sens connectée, en fait, à quel point je sens que, waouh, en fait, là, cette personne, cette relation, cet échange, cette connexion, ça m'apporte, ça me fait du bien. Et souvent, quand on est people pleaser, comme tu dis, en fait, les Mm. relations, ça nous fait pas forcément du bien. On se force Non, pas du tout. parce qu'on se Pas du dit tout. que c'est bien, parce qu'on se dit qu'on va être une bonne personne, parce qu'on se dit qu'on a appris petit aussi que c'est comme ça qu'il faut être. Et Ouais. oui, il y a ce syndrome de la bonne élève, effectivement. Voilà, de vouloir faire tout parfaitement, de vouloir être la première de la classe, d'être sage, de pas oser dire les choses, de pas Ouais. prendre sa place, Ouais. de vouloir tout le temps bien faire, de pas faire de vagues. Et ça, c'est l'éducation, hein. Le truc, c'est que ça Ouais. reste aussi à l'âge adulte et que ça Mm. conditionne beaucoup de comportements. Et tu Ouais. vois, quand tu dis que le confinement, ça a été finalement révélateur pour toi, je Mhm. pense que ça l'a été pour beaucoup de gens. En réalité, Oui. on peut voir ça comme une phase difficile, Oui, bien mais sûr. c'est aussi et surtout une reconnexion. Là, tu disais, ça a été un moment de pause. Et en fait, c'est ça. Ça t'a permis de te reconnecter à toi parce qu'avant, Ah, mais si je oui. comprends bien, et ça, c'est valable pour beaucoup de gens hein, que je peux Mhm. accompagner, en fait, si tu te maîtrises comme ça, si tu veux contrôler ton poids, c'est aussi par rapport aux autres, parce que je te dis qu'il faut être comme si, que si tu es mince, tu vas être plus aimé. Et quand tu es seul, imagine tu es seul sur une île déserte, bah, en fait, il n'y a plus les autres. Ah là, ça Mais change la c'est donne. Et exactement c'est ça. là où C'est tu prends exactement le ça. temps de te reconnecter à toi, à tes besoins. Ok, c'est quoi qui est important pour moi? De quoi j'ai vraiment besoin? Waouh, en fait, finalement, ben, si je suis vue par personne, est-ce que j'agirais vraiment comme ça? Ah, en fait, Mais je tu suis sais conditionnée que, par les autres. ouais, mais tu sais qu'à un moment donné, mais j'ai honte, enfin honte. À un moment donné, j'ai eu une pensée quand même, mais c'est là que je me suis dit, waouh, t'as vraiment un problème avec le regard des autres. Là, c'est vraiment grave, on va dire. C'est que, bah, toujours pendant le confinement, j'ai re-regardé Desperate Housewives, que j'avais pas vu depuis très très longtemps. Enfin, je me souvenais même plus des épisodes, bref. Et dans Desperate Housewives, je suis désolée, les gens, si jamais il y a une personne là qui écoute et qui est au premier épisode, je suis désolée, avance de 2 minutes. Mais ouais, dans Desperate Housewives, il y a un personnage, donc Carlos, pour le citer, le mari de Gabriel Solis. À un moment donné, il devient aveugle. Et du coup, ce qu'il montre dans la série, c'est assez intéressant, c'est que Gabriel Solis, bah, c'est quelqu'un, c'est une ancienne mannequin, enfin, elle est jouée par Eva Longoria, bon, voilà, c'est le canon de beauté des années 2000 comme on imagine. Et ben, quand Carlos est aveugle, ben, en fait, elle va prendre énormément de poids. Parce qu'en fait, elle n'a plus le regard de Carlos sur elle. Et Carlos, elle se mettait beaucoup de pression par rapport à lui parce qu'il ben, l'avait connue quand elle était mannequin. Donc bon, voilà, il fallait qu'elle reste au top. Et donc voilà, et puis finalement, à un moment, je sais pas, il a une sorte de traitement et il va retrouver la vue. Et du coup, bah, elle se lance, bon voilà, contenu très grossophobe, hein, n'est-ce pas, mais bon, bref, elle se lance dans un énorme régime, bootcamp, enfin tout ce que tu veux. Et moi, franchement, pendant cet épisode, j'ai pas pu m'empêcher de me penser, mais vraiment, je l'ai pensé. Et je me dis, c'est horrible parce qu'à cette époque, j'étais complètement dans mes troubles alimentaires, donc forcément, je pensais ça. Je m'étais dit, oh, en fait, ce serait tellement plus simple si j'étais aveugle. Enfin, si j'étais aveugle, en fait, je ne me regarderais pas, personne me. Enfin, je ne saurais pas la vie que les gens ils ont sur moi. Et en fait, je pourrais faire ce que je veux, manger ce que je veux, et tout le monde s'en ficherait. Et quand j'ai eu cette pensée, je me suis dit, non, mais comment dire oui, mais non, enfin, c'est horrible d'être aveugle. C'est quand même bizarre d'avoir cette pensée. Mais c'est qu'en fait, ça me faisait tellement de mal le regard des autres que, oui, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, si j'étais aveugle, je serais plus heureuse dans la vie.
enfin, je trouve ça, enfin, maintenant, même là, quand je le dis, je me dis waouh, c'est fou parce que jamais aujourd'hui ça me traverserait l'esprit. Mais c'est vrai que, ouais, encore une fois, quand le regard des autres, il est tellement important pour toi, ben, t'en viens à envier un handicap parce qu'en fait, bah, c'est un handicap d'être aveugle, donc voilà. Et pour le coup, c'est un des pires, je pense. Donc bref. Du coup, ouais, ça m'a fait penser à ça, là, ce que tu as dit sur toujours cette histoire de regard des autres et sur cette histoire d'île déserte. Pareil, le truc de l'île déserte, je l'ai pensé plein de fois. Je me suis dit, mais si j'étais sur une île comme ça, sans personne, voilà. Et dernier truc auquel j'ai pensé, parce que là, ça me fait penser à plein de trucs que j'ai pensé pendant un moment. J'avais pensé beaucoup à la vieillesse aussi. Parfois, quand je regardais ma grand-mère, qui d'ailleurs fait encore attention à ce qu'elle mange, ça m'a toujours surpris, j'avais cette pensée, waouh, mais quand tu es âgé, en fait, dans tous les cas, tu ne corresponds plus au canon de beauté. Tu ne peux plus plaire à personne, enfin, personne, enfin, c'est horrible de penser ça, mais bon, bref. Et du coup, je m'étais dit, waouh, mais en fait, quand je serai vieille, je pourrais enfin manger ce que je veux. Pareil, ça, je l'ai pensé pendant super longtemps. Donc, bon. Et je trouve ça fou, enfin, je trouve ça fou ce truc de pas s'autoriser à vivre et de se dire, c'est que quand j'aurai 70 ans et que je serai hors game, on va dire, que j'aurai le droit de manger ce gâteau, manger cette pizza comme je veux. Et si j'ai des kilos en trop, bah, c'est pas grave, c'est la vie, quoi. Enfin bref. Donc, tout ce que tu as dit, ça m'a fait penser à ça. C'est fou et ça me fait encore me dire que c'est dingue le chemin parcouru depuis parce que enfin, aujourd'hui, je vis au jour le jour, quoi. Il n'y a pas de ce sera quand je serai ci ou si j'avais été ça. Enfin bref, voilà, voilà. Désolée, j'ai l'impression que c'est un peu décousu, mais Pas de souci, au contraire, merci de nous partager tes pensées comme elles te viennent, hein. On est vraiment dans un espace d'échange et de bienveillance, comme je te l'ai dit au début. oui. Donc, tout à sa place ici. Et je suis sûre que ça pourra résonner. Si tu as eu ces pensées, c'est que forcément, il y a d'autres gens Ouais. qui les ont eues. Donc, ça va faire écho et Ouais. c'est exactement le but, tu vois, de ces échanges. Donc, top. Oui. Et c'est fou, effectivement, de se dire que souvent aussi, tu vois, dans la psychologie humaine, moi, bon, je suis passionnée par l'humain, la psychologie humaine, etc. Ça me fascine, le fonctionnement humain. Et souvent, Ouais. la tendance qu'on a, c'est de fuir. Voilà, de Oui. fuir. Par exemple, là, le regard des autres, bah, en fait, Mhm. je veux fuir, je veux limite être aveugle pour plus n'y être, Ouais. pour ne pas y être confrontée, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est fou de se dire qu'on préférait avoir un handicap plutôt que Ouais. d'affronter le problème, plutôt que de le voir aussi comme, OK, en fait, qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Ça, c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser. Pourquoi est-ce que j'ai peur finalement du regard des autres? C'est quoi vraiment le vrai danger? Parce qu'en soi, il n'y a pas de réel danger. C'est pas un ours qui va venir nous bouffer là. C'est juste quelqu'un qui nous regarde. Et surtout, finalement, derrière ce qui se cache derrière la peur du regard, c'est la Ouais. peur du jugement. Ah, C'est mais la oui, c'est peur du exactement ça. rejet. C'est encore une fois cette peur de ne plus être aimé, de ne plus être accepté. On en revient toujours à ses racines. Voilà, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'autrui. On ne le saura Oui. jamais. Et c'est Bah important oui, c'est ça. de le déconstruire. En tout cas, de se dire, OK, je ne sais pas. Je ne contrôle pas ça. Parce que souvent, il y a aussi ce Ouais. contrôle, ce surcontrôle. Je veux tout contrôler. Je veux tout C'est savoir. exactement Eh ça. bien non, C'est exact- accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on ne contrôle pas tout et que Oui. c'est la vie. Oui. Et qu'on peut, si on accepte ça, si on accepte, on va dire, ces lois universelles de l'univers, bah, Oui. arriver Oui, en c'est fait à vivre exactement en ça. harmonie avec tout ça. Alors j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de la thématique du podcast parce que je sais, tu m'as partagé tout à l'heure que le féminisme t'avait beaucoup, beaucoup aidé. Et j'aimerais du coup savoir en quoi ça t'a aidé. Peut-être est-ce que tu peux aussi dire un petit peu ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas et dire en quoi ça t'a vraiment aidé. Alors, est-ce que je vais réussir à donner une définition du féminisme? Je vais le dire avec mes mots, hein. À voir si c'est exactement ça, mais le féminisme, c'est une sorte de courant de pensée, et surtout un combat qui, veut en gros, bah, que les femmes, j'allais dire soient les égaux des hommes, mais c'est ça, parce qu'il y a plein de gens, plein de détracteurs qui vont dire: «Non, mais les femmes sont égales aux hommes aujourd'hui» et du coup, il y a plus de sujet avec le féminisme. En fait, non, le féminisme aujourd'hui, c'est juste les femmes veulent être supérieures aux hommes. Du coup, non, il y a des choses qui font que les femmes aujourd'hui encore ne sont pas égales aux hommes. Et moi, le sujet du féminisme qui m'a le plus intéressée, au-delà de tous les autres sujets qui sont très intéressants dans le féminisme, c'est toutes les injonctions liées à la beauté.
parce que dans les cours féministes, il y a énormément de déconstruction par rapport à ça. Au-delà de, je pense que peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais du fait de dire aux femmes que, par exemple, elles n'ont pas à s'épiler, elles n'ont pas à se maquiller tout le temps, elles n'ont pas à être tout le temps sur leur 31, etc. Moi, ça a été vraiment plutôt, quand je dis injonction à la beauté, c'est surtout injonction à la minceur, parce que je pense que tous et toutes, si on fait l'expérience, on va s'en rendre compte. Si on va dans un dîner de famille, je ne dis pas que les hommes n'ont pas de troubles alimentaires. Il y a énormément d'hommes qui ont des troubles alimentaires. Je pense qu'avec l'industrie du fitness, c'est de pire en pire d'ailleurs. Mais quand même, je trouve que les femmes sont tout le temps quand même à faire attention parce qu'il faut rester mince. Et je trouve que les hommes ont quand même beaucoup plus de liberté alimentaire et de rapport intuitif à l'alimentation parce qu'en fait, ils n'ont pas, encore une fois, ils n'ont pas cette injonction à la minceur. En fait, on leur a jamais dit depuis qu'ils sont tout petits que fallait être sage dans son coin, toute mince, toute gentille. Et ça, c'est un truc très féminin en fait. Et moi, le féminisme, encore une fois, on a beaucoup parlé tout à l'heure avec le syndrome de la bonne élève, etc. Moi, le féminisme, ça m'a aidé à déconstruire ça parce qu'en fait, c'est un peu, je fais un peu un rapprochement avec la psychothérapie, mais je trouve qu'il y a quand même un truc assez lié, c'est que quand on a l'explication de la cause, on va dire, on peut agir sur la conséquence. Enfin, c'est-à-dire savoir que, ok, si je pense comme ça, si j'agis comme ça, c'est parce que j'ai telle croyance qui vient de ce qu'on m'a dit en fait depuis toujours. Franchement, moi je trouve que ça aide. Et moi, le féminisme, je me répète, mais ça m'a énormément aidé en ce sens. Parce que du coup, encore une fois, je me suis dit, ah oui, ok, c'est pour ça qu'en fait j'essaye d'être mince. C'est parce qu'en fait j'essaye de plaire aux autres et surtout aux hommes. C'est parce que l'image qu'on vend de la femme, c'est une image de la femme jeune, jolie, mince. Enfin, bref, ça m'a vraiment aidée et surtout ça m'a permis de voir et de comprendre que même si j'étais une femme, tout comme les hommes, j'avais le droit de prendre ma place, j'avais le droit de dire ce que je pense, j'avais pas forcément à m'écraser, j'avais pas aussi, ça j'en ai pas parlé, mais j'avais pas à faire des autres femmes mes ennemies. Ce ne sont pas mes ennemis, ça peut être mes très bonnes copines, on peut avoir des superbes relations. Il n'y a pas que les relations avec les hommes dans le monde. Et là, je parle même pas sur le point de vue amoureux, c'est vraiment développer les relations amicales, ça peut être super intéressant aussi. Donc voilà, du coup, moi, c'est en ça que le féminisme m'a beaucoup aidé dans ma guérison des troubles alimentaires. Ça a vraiment été, pour toute cette déconstruction, ça a été hyper, hyper structurant. Ok, donc si je comprends bien, c'est surtout la déconstruction des injonctions de beauté de la Oui, société, des choses qu'on nous rabâche depuis effectivement notre enfance. Et comme ouais, tu c'est l'as dit, c'est très important de prendre conscience de ses croyances. Donc les ouais, croyances, c'est des choses qu'on croit comme étant vraies, comme étant la vérité absolue. Sauf que on a tous des croyances ouais, différentes et en fait, elles prennent racine souvent dans notre enfance, de par notre éducation, ouais, non, c'est de exactement ça. par les remarques, de par des choses qu'on a vécues et qui sont venues en fait s'ancrer au plus profond de nous. Ça peut être aussi des Mhm. choses qui ont été répétées, ça peut être aussi parce qu'on a vécu une expérience émotionnelle forte et du coup, ça Oui, s'est profondément ancré en nous. Et après, plus le temps passe et plus c'est répété, plus c'est validé aussi parce que quand on croit quelque chose, souvent, comme tu dis, en découlent des comportements et ces Mhm. comportements, malheureusement, viennent encore valider la croyance. Par Ouais, c'est exemple, exactement si je ça. crois que je suis timide, forcément, je ne vais pas oser parler à quelqu'un. Je vais me dire, non, je suis timide, je ne vais pas y arriver, je ne peux Ouais, pas, je suis timide. Donc, la conséquence de totalement. ma croyance, c'est je n'agis pas, je ne vais pas parler à l'autre. Et du Ouais, coup, ça renforce ma croyance de base. Je me dis, regarde, ouais, c'est évident, exactement ça. je suis timide. Et c'est un cercle vicieux. Donc là, c'est Ouais, vraiment c'est prendre conscience déjà des croyances et ensuite pouvoir, comme tu as dit, agir dessus et choisir de changer ses pensées pour changer en fait ses émotions et changer la façon dont on agit. Et c'est comme ça que peu à peu, on peut eh bien, créer des croyances aidantes. Le but, c'est pas de dégommer toutes les croyances, hein. Il y en a qui sont aidantes et d'autres qui sont Mm. limitantes. Mais effectivement, comprendre le fonctionnement aussi humain, comprendre la psychologie, comprendre pourquoi finalement, on fait ça, d'où ça vient, c'est quoi la racine. Ça nous permet après de prendre notre pouvoir créateur, comme j'aime bien le dire, de ne plus subir, mais de Ouais, choisir. Tu vas te passer du mode spectateur au mode créateur.
du mode, je suis exactement. dans l'arène à regarder ce qui se passe dans les gradins, on va dire. Et là, en fait, je me mets sur la scène et c'est moi, en fait, qui joue ma vie, qui est actrice, acteur de ma vie. Et ça, c'est important, tu vois, dans la guérison, je pense, d'être ça, de comprendre que c'est à nous de prendre notre responsabilité euh, Mm. et de pas se laisser happer par finalement ce truc de je vais pas y arriver, je ne peux pas, etc. Donc, C'est exactement ça. Je suis, effectivement, ouais, t'es d'accord? bah oui, c'est ça. Je trouve que ce que tu dis à chaque fois, c'est tellement, enfin, j'allais dire, ouais, bah, je sais pas, tu dis toujours exactement ce que j'ai en tête, c'est pas le terme, mais ça résonne en tout cas. Donc merci. Avec plaisir. Voilà. Et c'est ça Mais qui est beau dans les échanges, c'est que ça résonne entre nous, ça résonne avec les ouais. personnes qui écoutent. Et du coup, dans le cadre du féminisme, euh, voilà, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être je sais pas, des révélations clés, des choses clés qui t'ont vraiment aidé? Je sais qu'en off, tu m'avais partagé un livre, peut-être le repartager pour les personnes que ça Ah peut oui, oui, intéresser. oui. Ouais, totalement. En fait, il y a eu plusieurs stades parce qu'encore une fois, moi, en fait, le féminisme, j'allais dire, j'avais l'impression que c'était un gros mot. Je ne sais pas si c'est ça, mais je voyais ce qu'était le féminisme, mais j'avais une image très archaïque du féminisme, c'est-à-dire, moi, j'avais cette image, ah oui, ok, les féministes, c'est les femmes qui se mettent seins nus dans des églises, voilà, qui en pleine manifestation font ça, c'est les femmes qui s'épilent pas, bon, bref. Voilà, c'était ça l'image que j'avais du féminisme. Et puis un jour, vraiment aucune idée de comment, je tombe sur un essai de Mona Chollet, qui est une super essayiste et une ancienne journaliste du Monde, euh, qui s'appelle Beauté fatale. Et moi, ce livre, il a changé ma vie dans le sens où, enfin, c'est pas ce livre en lui-même, mais c'est plutôt le fait que ça a été ma première introduction au féminisme. C'est que je l'ai lu et en fait, dedans, Mona Chollet, elle explique, enfin, le mot beauté, en fait, elle le repasse en long, en large, en travers. Et surtout, elle montre l'impact de cette pression sur la beauté sur les femmes. Euh, et moi, en fait, il y a plein de choses qui ont justement résonné en moi en lisant ça. C'est que je me suis reconnue dans plein de choses. Forcément, à ce moment-là, j'étais en plein dans mes troubles alimentaires. Il y a des moments où elle parle de troubles alimentaires, mais c'est pas du tout l'objet du livre en soi. Mais c'est plutôt, il y a plein de choses où je me disais, ah oui, ok, enfin, l'exemple que j'avais en tête, c'est qu'à l'époque, bah, j'étais au début de ma vie active. Et dedans, voilà, elle expliquait que les femmes dans le monde du travail n'ont pas toujours été là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, les hommes sont très affirmés alors que les femmes sont un peu plus en retrait. Et puis qu'en fait, dès qu'il y a une femme qui est très affirmée dans le travail, on va le lui reprocher parce que on va pas apprécier, alors que ça, chez un homme, ça passerait bien. Une femme dans le monde du travail, il faut qu'elle soit jolie, qu'il y a une sorte de beauty privilège. Enfin, elle parlait de toutes ces choses-là. Et en fait, moi, je me suis dit, waouh, enfin, ça a été fou. Et à partir de là, en fait, j'ai lu beaucoup d'autres livres féministes. J'ai lu Les couilles sur la table, qui parlent plutôt comment dire, des relations, en fait, amoureuses entre les hommes et les femmes. Pareil, des dynamiques de couple, qu'est-ce qui fait que, par exemple, une femme, avant un date, elle va se préparer, mais je sais pas, elle va dépenser un temps et une énergie folle pour justement être validée par l'homme, etc. Alors que l'homme, bah, il va à un date, voilà, il va à un date. Enfin bref, j'ai lu ça, j'ai écouté plein de podcasts, bah, pareil, dans la même dynamique que Les couilles sur la table, il y a le podcast Le cœur sur la table que je vous conseille vivement. Et après, j'ai lu plein d'autres livres de Mona Chollet, Sorcière, je ne sais pas ce qu'elle a écrit d'autre. Mais non, côté féministe, elle a écrit que ça. J'ai lu d'autres livres d'elle, mais voilà. Et dernièrement, et après j'arrête avec mes recommandations livres, il y a Miroir de Louise Aubéry aussi qui est sorti, qui est pas mal. Enfin bref, donc en tout cas, j'ai eu ce truc où j'ai lu beaucoup, beaucoup d'essais féministes et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'enfin prendre ma place parce que je ne la prenais pas. Je ne prenais pas du tout de place. J'étais... en plus, pareil, et je fais un parallèle avec ce que tu as dit à un moment, mais quand tu as parlé des croyances et que tu as dit oui, quand tu es quelqu'un de timide, enfin, quand tu penses que tu es quelqu'un de timide, tu vas rester là-dedans. Moi, ce qui est fou, c'est que je prenais tellement pas de place que j'étais persuadée que j'étais quelqu'un d'introverti. Alors, je considère toujours que je suis quelqu'un d'introverti parce que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être seul pour se reposer. Et ça, je pense, c'est une grosse caractéristique des gens introvertis. Mais
je suis pas du tout quelqu'un d'introverti dans le sens réservé, pas sociable, etc. Ça, c'est un truc très lié à mes troubles alimentaires, en fait, et à toujours cette croyance que j'avais de oui, il faut pas faire trop de bruit, il faut pas prendre trop de place. Et encore une fois, le féminisme, ça a fait que, bah, en fait, si j'ai envie de parler fort, je parle fort. Si j'ai envie de donner mon avis, je donne mon avis. Et c'est fou parce que, encore une fois, c'est le féminisme qui m'a aidée là-dedans. Mais ça m'a aussi aidée côté troubles alimentaires parce que ça a fait que je me suis enfin autorisée à être vraiment moi. Et pareil, je fais encore un parallèle avec quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Quand tu as dit oui, quand on n'est pas soi-même, on attire à soi les mauvaises personnes. Justement, bah, ça, forcément, ça me fait penser à ma relation toxique. Mais ça m'a aussi fait penser aux relations amicales. Enfin, en guérissant des TCA et en m'intéressant au féminisme, ben, c'est aller de pair avec le fait de me séparer. Oui, si, en fait, me séparer de certaines relations amicales. Parce qu'en fait, il y avait des gens, je les voyais, mais quand j'étais avec eux, j'étais pas moi-même. J'étais vraiment pas moi-même. Et à un moment, ça passait plus pour moi. Donc, je l'ai dit. Alors qu'avant, je l'aurais jamais dit. J'aurais juste fait mon petit caméléon, c'est-à-dire moi, quand je passais des entretiens d'embauche, j'aimais bien dire je sais m'adapter, je m'adapte. Oui, c'est très cool de s'adapter, bravo. Mais en fait, quand tu t'adaptes tout le temps, 24 heures sur 24, c'est fatigant et c'est pas cool. Donc, à un moment, j'ai arrêté de m'adapter et du coup, ça a fait que maintenant, je suis hyper heureuse parce que, au-delà de mon fameux compagnon avec qui ça se passe très bien, mes relations amicales, je me sens très très bien. Je suis à l'aise avec le fait d'être moi-même. Oui, bon, j'ai mes défauts, mais je les assume. Et pareil, je ne suis pas en train de jouer un jeu. Enfin, je suis vraiment moi-même et ça, c'est fou. Et je me répète, mais moi, je pense que sans le féminisme, j'aurais pas réussi à faire ça. Je serais encore comme j'étais avant, on va dire. Ouais, donc ça a été un très bel outil pour toi. Et ce qui est intéressant Oui, aussi de partager, c'est que toutes les choses ne résonnent pas de la même façon chez tout le monde. Tu vois, moi, le féminisme, par oui, exemple, en fait, si j'avais dû mettre un mot, ça aurait été plutôt le développement personnel qui m'a plus aidé que le féminisme. oui, Après, oui, effectivement, j'ai suivi, tu vois, des comptes, bah, comme tu as cité, My Better Safe, Louise Aubéry. Bon, bah, oui, forcément, c'est elle, vrai. je la suis depuis longtemps et ça permet aussi de voir d'autres types de corps, de déconstruire des Oui, choses. Et c'est ça, oui. c'est aussi de changer son rapport à qu'est-ce que c'est la beauté, en fait, qu'est-ce que ça veut Ouais, dire. c'est Moi, tu vois, je vois de la beauté dans chaque chose. Je ouais, vois c'est ça. plus de beauté aujourd'hui dans la nature que dans des abdos, alors Ouais, qu'avant, ah, c'est tellement bien. clairement Ouais. pas. Et puis, et c'est ça, en fait, c'est vraiment de sortir aussi de ce mode auto-centré, de ce mode, il n'y a que l'aspect physique qui compte. Et tu vois, quand tu parles du rapport aux hommes, il y a quelque Mhm. chose que je croyais à l'époque, donc là, je vous partage une de mes anciennes croyances. Je pensais que pour être aimée, il fallait effectivement que je sois mince et belle. Oui, Et je pensais que c'était juste une question d'esthétisme. Or, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas du tout une question d'esthétisme. C'est une question d'attitude. C'est une question de à quel point je suis moi, à quel point je m'estime, à quel point je me fais confiance, à quel point je m'aime, à quel point je rayonne. Et quand je développe ça, et ben en fait, c'est là où j'attire les gens. Parce que je vais vous dire une chose. J'avais ce corps, peut-être comme toi, ouais. très d'anorexie. Je Mm. faisais 50 kilos, tu vois, et moi je suis assez grande. Franchement, c'était Ouais. très peu. Aujourd'hui, j'en pèse 70, hein, pour te Oui. dire. Et en fait, et voilà, je suis pas obèse, hein, parce qu'il y a des gens qui disent ah, Oui, 70, oui, c'est oui, non. obèse. Non, Non, mais non, voilà. t'inquiète, même Pareil, ça, la le truc. croyance de je dois peser un poids avec un 5 devant, parce que si c'est 60 ou plus, je suis Oh grosse. là là, j'ai des Euh, copines qui pensent encore ça me rend Ça n'a folle. rien à voir, je vous le dis. Ce qui compte, c'est comment Ouais, vous vous sentez. Donc voilà, ouais. j'avais ce corps, en fait, mais en vrai, je n'attirais personne. Parce que les gens voyaient bien que je n'étais pas bien. Et pourtant, moi, Ouais. je ne comprenais pas. Je me souviens à cette époque, je ne comprenais pas. Je me disais, bah, pourtant, je suis mince. Pourtant, je suis Mm. jolie. Je me maquillais, je m'habillais bien. Je faisais tout, en fait, entre guillemets, ce qu'il fallait. Mais comme à Ouais. l'intérieur, j'étais vide, comme à Ouais. l'intérieur, j'étais pas bien, et ben en fait, les autres le ressentaient. Les autres Mais oui, c'est le évident. voyaient. Et moi, je me disais, mais pourtant, tu as le ventre plat, tu as des jambes fines. Qu'est-ce qui cloche? Je ne comprenais pas. Parce que je n'avais pas compris que ça n'avait rien à voir avec l'aspect esthétique. Et encore une fois, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé très souvent, de voir une photo d'homme qui est catégorisée comme, tu sais, il correspond aux critères de beauté de la Oui. société.
Mhm. Mais en fait, de pas du tout être attiré par cet homme. Et à l'inverse, d'avoir un gars qui est, on va dire, pas forcément, qui correspond pas forcément aux critères de beauté, mais qui Mhm. dégage quelque chose, qui a un Ouais, charme, tu vois. mais c'est fou parce que j'avais jamais fait le rapprochement avec le développement personnel, mais je pense qu'effectivement, il y a aussi ça. Enfin, comment dire? Parce que là, tu vois, quand tu as donné l'exemple par rapport à un homme, très beau, versus un homme, j'allais dire moins beau, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas qui dégage quelque chose, j'aurais dit: «Oui, mais en fait, c'est le charme, en fait. Là, ce que tu es en train de décrire, c'est le charme» et si j'étais dans le féminisme extrême, on va dire, j'aurais dit: «Bah oui, mais ça, c'est un truc chez les hommes. Les hommes, ils peuvent être charismatiques et puis, c'est très bien, ils peuvent évoluer alors que les femmes, non». Mais en fait, c'est faux parce qu'il y a des femmes et moi, c'était un des trucs qui m'avait très frustrée quand j'étais anorexique parce que là, tu vois, quand tu as parlé du fait que toi, à un moment, tu as été à un poids vraiment très bas, bref, c'est qu'en fait, je voyais des femmes qui, avaient pas le corps que j'avais, qui avaient un corps, beaucoup plus gros et qui plaisait énormément. Et c'est pas que le délire dans le sens oui, les hommes aiment les formes. Non, 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 c'était pas ça. C'était, elles plaisaient énormément parce qu'elles avaient la joie de vivre, elles étaient pétillantes. Et là, même en ce moment, enfin, dans le boulot où je suis, j'ai une collègue qui est, j'allais dire merveilleuse. Enfin, dans le sens, elle est toujours de bonne humeur, elle est, bon, je dis pas qu'il faut sourire tout le temps, mais voilà, on sent elle est bien. Et pourtant, même chose, elle remplit pas, toutes les cases du canon de beauté, qu'on imagine, mais pourtant tu sens qu'elle plaît aux gens et bah, même à moi là, j'en parle, voilà, j'aime aller vers cette personne, j'aime lui parler. Alors qu'à l'inverse, il peut y avoir, des femmes ou même des hommes, bah, qui sont très beaux et c'est pas ça qui fait que je vais aller leur parler. C'est juste, bah, si tu beau, mais bon que voilà, tu es tout renfermé sur toi et tu as l'air pas bien, enfin bref, donc effectivement, j'avais pas fait le rapprochement avec le développement personnel, mais tu as raison, il y a quelque chose aussi, très en lien avec ça. Enfin, le fait de se développer, soi-même, autant on va dire spirituellement que, je sais pas, dans ton caractère, ça fait qu'effectivement, bah, tu commences à rayonner auprès des autres et je sais pas, je trouve aussi que ça aide effectivement à accepter son corps. Enfin, plutôt à se détacher de son corps, pas à accepter son corps, enfin plutôt à se détacher de son corps et à se dire, j'ai plein d'autres qualités qui sont pas juste, je recite ton exemple, mais juste de faire, 50 kilos pour 1 mètre, je sais pas combien. Ouais. Donc Et puis, voilà. tu vois, quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que, pareil, quand tu souffres de troubles alimentaires, eh bien, tu es irritable. Tu penses tout le temps à la Oui, nourriture. oui. Tu, peut-être tu as froid quand tu es dans l'anorexie, tu as un métabolisme hyper ralenti, tu Ouais. perds tes cheveux, et en fait, tu es très auto-centré parce que ton système nerveux, ton cerveau, est en mode survie. Donc, il est concentré Mmh. sur lui. Donc, tu es dans un mode où finalement, tu n'arrives pas à tisser des liens avec les autres. Parce que tu es tellement Ouais. concentré sur la nourriture, sur ton corps, sur ton poids, que limite, tu parles à quelqu'un, mais tu penses à ton prochain repas, tu as juste envie que ça se termine, tu te C'est dis, tellement putain, j'ai ça. mangé quoi ce soir? En fait, t'es pas du tout connecté. Et les autres le Ah, tu pas ressentent. du tout présente. Les Ouais. autres, ils le ressentent, en fait. Donc, c'est sûr que quand tu rayonnes, quand tu es bien avec toi, quand tu te connais, moi, par exemple, aujourd'hui, les TCA, je les vois comme une opportunité, dans le sens, Mmh. enfin, comme un cadeau que la vie m'a fait. Quand je les ai vécus, Ouais. pas du tout, hein, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais maintenant, je me dis, waouh, en fait, ça me permet de me connaître à fond, tant psychologiquement que corporellement. Mmh. Et ça me permet aussi de savoir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Alors qu'avant, comme bah voilà, quand tu es là-dedans, tu copies en fait, tu te bases sur les autres et tu penses que c'est toi. Or, c'est pas le cas. Ouais. Ouais. Donc, c'est aussi un cheminement. Et si aujourd'hui vous êtes dedans, euh, déjà sachez que c'est possible d'en sortir. Euh, mais aussi et surtout que ça, c'est pas là pour rien. Moi, je dis toujours que tout arrive pour une raison Mmh. et qu'en réalité, ça va vous apprendre sur vous, ça va vous permettre de vous connaître, de vous développer. Et en fait, la vie, pour moi, c'est comme une maman. C'est un peu une métaphore que je prends souvent avec mes Mmh. clientes. Et quand tu n'es pas sur le bon chemin, en fait, la vie, elle est intelligente et elle va te foutre des petites claques, tu vois, pour te dire, hé, regarde là, qu'est-ce que tu fous? T'es pas sur le bon chemin. Et toi, tu te dis, mais maman, mais pourquoi je peux pas avoir ce bonbon, par exemple? Mais pourquoi, Ouais. tu sais, et toi, tu vas être pas contente, tu vas être en mode Ouais, victime, tu en mode m'étonnes. enfant, alors qu'en fait, elle est là juste pour te rendre service. Une maman qui te dit, bah non, je sais pas, mets pas ta main sur le feu, Ouais. c'est pour pas que tu te brûles. Tu dis, ah ben non, mais je l'ai jamais fait, je veux voir et tout. Et en fait, tu vas te cramer la main. Et la vie, c'est ça, elle te met des petites claques pour
que toi, tu te dises, ah ouais, en fait, bon, je suis pas sur le bon chemin, et que tu, en fait, bah, te mettes sur ton chemin de vie, en fait. Donc, je dis pas que tu as un chemin tout tracé, hein, ça, chacun croit ce qu'il veut, mais je pense qu'on a vraiment, on est intrinsèquement, on a des forces, des faiblesses, et on a, tu vois, de par notre naissance, on a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent pas, on a des valeurs, Mm. on a déjà un socle, on va dire. Et si ça, c'est pas nourri, en fait, on va tout le temps être dans un cercle de dévalorisation, on va être tout le temps aussi dans quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Donc voilà, je prends souvent cette métaphore de la vie comme une maman bienveillante. Et parfois, Ouais, rendre service, c'est pas toujours être gentil et agréable. Des fois, oui. c'est être confrontant, des fois, ça passe par des moments difficiles. Et c'est aussi important de le comprendre que la vie, c'est pas toujours de la joie. On passe par toutes les palettes d'émotions, tous, à chaque instant de nos vies. Et que les Mm. moments de chaos sont des moments, sont des petites phases de, moi je dis, c'est des phases de pré-expansion. Quand tu vis du chaos, du doute, quelque chose qui ne va pas, c'est juste pour te montrer qu'il y a un truc, tu sais, c'est comme sur une voiture, il y a un voyant qui s'allume pour te dire qu'il y a un truc à aller regarder, tu sais. Et si tu vas regarder, c'est là où tu vas t'expandre. Mais si tu regardes pas, Ouais. ah bah là, c'est sûr que ta voiture, il va rien se Euh, passer, quoi. C'est exactement ça, parce que même chose. En plus, je crois que c'était un de tes podcasts où j'avais entendu ça. À un moment, tu avais dit une phrase. Tu n'avais pas dit je remercie la vie pour les TCA, clairement, tu n'avais pas dit ça. Mais tu avais dit que finalement, ça t'avait apporté ça, 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 ça. Et que du coup, c'est pas que tu étais reconnaissante, bien sûr, mais tu acceptes cette partie de ta vie et que justement, ça t'a permis de développer autre chose. Et moi, sur le moment, j'étais là, what? Mais quoi? Et en fait, non, tu vois, parce qu'en fait, Normal. c'est vrai. Enfin, moi, pareil, enfin, encore une fois, je l'ai dit, j'ai vécu 10 ans de TCA et ça a été dur. Mais en même temps, je trouve que, même chose, je fais des parallèles avec ce que tu as dit sur le développement personnel, etc. Je trouve que la vie, elle est tellement plus belle quand tu n'as pas de troubles alimentaires, enfin, quand tu as vécu ça, je vais pas dire même chose, je suis trop mal à l'aise avec le fait de dire que je suis reconnaissante pour ça. Mais il y a quand même quelque chose où je me dis, waouh, c'est arrivé dans ma vie, ça a été compliqué, mais ça m'a permis de tellement me développer ensuite. Enfin, c'est fou en fait, c'est fou. Et pareil, même chose, le confinement. Je n'ai pas du tout envie de dire, je suis reconnaissante qu'il y ait eu un confinement, je suis reconnaissante qu'on était enfermés chez nous comme des rats. Moi, je vis à Paris, donc c'était rien ça, j'étais enfermée comme un rat pendant 2 mois. Mais, mais en même temps, à côté de ça, ben ouais, ça m'a permis enfin de me poser, de réfléchir à ce que je voulais dans la vie. Enfin, je sais pas. Donc effectivement, ce truc dont tu parles, les fameuses phases de chaos qui te donnent des sortes de petites baffes et qui pas te remettent dans le droit chemin, mais qui te permettent d'évoluer ensuite, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et voilà. Et il y a un autre truc que tu as dit sur lequel je vais rebondir. C'est alors quand tu parlais du fait que quand tu as un TCA, ben, au-delà du fait que bon, tu n'es pas pleinement toi, etc., le truc où tu racontes quand tu parles à quelqu'un, tu n'es pas concentré vraiment, tu penses à ton prochain repas, etc. Je trouve que c'est fou parce que c'est vraiment un truc très lié aux troubles alimentaires. Et moi, typiquement, quand j'étais en école de commerce, qui est censée être une période où ta vie sociale n'a jamais été aussi énorme que ça, je me souviens que j'avais une petite frustration parce que les gens n'avaient pas spécialement envie d'être amis avec moi, en fait. Enfin, il fallait que je me force pour aller vers les gens et je pense qu'il y avait un truc comme ça où, en fait, bah, voilà quoi, je ne devais pas développer des conversations hyper poussées parce que les gens n'allaient pas naturellement vers moi, quoi. Donc voilà. Mm. Puis ça demande beaucoup d'énergie, hein. Déjà, tu n'en as pas Ouais. trop quand tu es dans un TCA. Il faut savoir que voilà, tu pas beaucoup d'énergie en vrai. Tu as beaucoup de charge mentale. Mm. Et ça Oui. aussi, on l'oublie Ouais. souvent. Se poser 36 milliards de questions sur qu'est-ce que je vais manger, il y a trop de calories, attends, j'ai envie de ça, mais non, je vais prendre plutôt ça parce qu'il y a moins de calories, il y a moins de gras, il y a moins de sucre. Mais ça puise de Ça fait l'énergie toute de la journée, fou ouais. et ça laisse moins d'espace mental pour autre chose en fait, hein, finalement. Mm. Parce qu'on est C'est limité, exactement hein, ça. je veux dire, dans notre journée, notre énergie est limitée, ce à quoi on Ouais. pense, c'est limité. Est-ce que tu aurais peut-être je sais pas, une de tes révélations, quelque chose qui a été puissant pour toi au sein de ton parcours, que tu aurais envie de conseiller à quelqu'un qui,
se trouve peut-être là où tu te trouvais il y a encore quelques temps et qui tu penses pourrait aider. Si tu avais un message à diffuser, qu'est-ce que ce serait? Euh, alors, bon, déjà, si j'avais, c'est une sorte de message d'espoir déjà. C'est, je sais qu'il y a pareil, c'est encore une croyance, mais il y a une croyance qui dit qu'on ne guérit jamais d'un trouble alimentaire. Alors ça, moi, franchement, ça m'a beaucoup freiné dans ma guérison parce que du coup, je me suis dit, ok, bah, si on ne guérit jamais d'un trouble alimentaire, bah, autant rester dans mon truc et on n'essaye même pas. Alors déjà, moi, j'ai envie de dire que c'est faux. Enfin, en tout cas, c'est faux vu de mon prisme. Je pense qu'effectivement, il y aura toujours des petits restes, mais clairement, on peut guérir d'un trouble alimentaire, c'est possible. Et justement, ce que je trouve fou, j'en ai parlé dernièrement avec une autre fille sur Instagram, Flavie MTCA, si vous connaissez. Ce qui est fou, c'est qu'on était d'accord sur ce truc toutes les deux. C'est que je trouve que quand on guérit des troubles alimentaires, non seulement on a une vision de la vie qui est beaucoup plus, on va dire, positive parce qu'on a été au plus bas, mais c'est surtout, je trouve qu'on a un rapport à l'alimentation qui est vraiment très serein. Enfin, moi, je le vois encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est des troubles alimentaires parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'anxiété alimentaire, par exemple, juste les gens qui sont pas anorexiques, boulimiques, hyperphagiques, que sais-je, mais qui juste ont un rapport un peu compliqué à l'alimentation. Donc, on dit anxiété alimentaire. Et ça, je trouve qu'il y a un paquet de personnes qui l'ont, qui vont faire des petites remarques du style ah ben non, je vais pas prendre de bonbons, ah ben non, je vais pas prendre de gâteau, je vais pas prendre ci, ça, bref. Et je trouve ça fou parce que quand on guérit, on a cette liberté alimentaire, cette charge mentale qui s'enlève. Et du coup, voilà, moi, c'est plus ça, c'est plus, moi, je trouve le message d'espoir au-delà de vous conseiller, voilà, tous les livres que je vous ai conseillés, au-delà de vous dire intéressez-vous au féminisme, vous faites, ou même au développement personnel, etc. C'est plus vous dire ouais, enfin, continuez. Enfin, je sais qu'une guérison, c'est compliqué, mais continuez parce que vraiment, la vie après, elle est merveilleuse, je trouve. Donc, voilà. C'est un beau message de fin et je peux que te rejoindre. Et je vois aussi, c'est souvent les gens, ça bloque aussi souvent des personnes à vouloir s'engager à vraiment guérir parce qu'on se dit que c'est compliqué. Oui, Et je dis pas que c'est pas compliqué. En soi, ce qu'on a à faire pour guérir, c'est simple, mais c'est difficile, c'est sûr. ouais. Et tout, c'est de le voir comme une phase qui ne va pas durer toute la vie et qu'après, Mhm. comme tu l'as dit, on est libéré. Et ça, par contre, Oui, c'est pour toute la vie. Je me répète, oui. c'est pour toute la vie. Et ça fait tellement une différence. Et comme toi, je me sens tellement... Et moi, en vrai, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai Ah vécu, tu oui, vois. Ah oui, je peux le dire, j'ai ah de la oui, gratitude d'avoir vécu ça. ouais, t'as raison. Je T'as crois que c'est le raison. mot que j'avais employé dans l'une de mes devises. Oui, Juste c'était la pas vérité. reconnaissante, effectivement, c'était de la gratitude. Voilà, j'ai de la gratitude pour ça parce que ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement appris, ça me permet d'aider des gens aujourd'hui et Oui, j'adore, je suis trop reconnaissante en fait parce que clairement, c'est aussi quelque chose que je dis à mes clientes, tu vois, si je l'avais lu juste dans des bouquins avant, mais j'aurais rien ouais. compris en fait. Bah oui, Si c'est là, je peux évident, les c'est aider, c'est parce que évident. je l'ai vécu et c'est pas juste mental. Si je l'ai ressenti dans tout mon corps, je sais ce que ça fait que de se voir grossir, que d'avoir le ventre ballonné, que d'avoir peur de manger, que de se priver, que de faire des crises de boulimie, de faire des jeûnes de 3 jours. Voilà, c'était mon quotidien aussi avant, tu vois. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, tu vois. Et c'est ça, c'est de se dire que Oui, c'est c'est trop top. pour toute la vie. Et j'aimerais juste terminer par dire que un truc que j'ai encore, je crois, jamais partagé et qui vraiment est puissant, c'est que moi, ça a transformé mon rapport aussi aux autres et à la vie. Ça va être pas assez abstrait ce que je vais dire, Non, mais vas-y, ça m'intéresse. par exemple, quand je vois quelqu'un, aujourd'hui, je suis capable de discerner des choses que avant, j'étais pas capable de voir. Euh, Dans le sens où, par exemple, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Moi, c'est quelque Mhm. chose qui me parle beaucoup. Et j'arrive à voir des choses juste en regardant les gens dans les yeux, à les comprendre, à, je sais pas, avoir un espèce de, pas de sixième sens, mais d'intuition. Alors qu'avant, Mhm. vraiment, mais pas du tout. C'est aussi parce que je me suis
connectée à ma spiritualité, alors qu'avant, Oui, franchement, pas du tout. Et je suis capable aujourd'hui de voir ça chez les gens, de, oui. de discerner un peu des choses pas palpables. Donc voilà, il faudrait que je me mette des mots plus clairs là-dessus pour les prochaines fois. C'est Mais super j'avais envie de le intéressant en tout cas. partager Oui. parce qu'en vrai, quand on dit que ça transforme votre vie, c'est pas juste vous allez manger normalement. Si ça va bien au-delà. Ah oui, oui, oui. En plus, pareil, j'avais lu quelque chose à un moment là-dessus, bon, du coup, qui parlait, bon, forcément de l'alimentation intuitive, mais moi, c'était pas tant sur le sujet de l'alimentation intuitive, mais qui disait que, le fait justement de se libérer de tout ça, effectivement, ça changeait pas que ton rapport à l'alimentation, mais en fait, ça rendait toute ta vie plus intuitive, on va dire et moi, sans être, j'allais dire, à fond enfin, c'est pas je ne suis pas à fond dans l'alimentation intuitive, pas du tout. Mais c'est pas comme ça que je l'aurais formulé, mais en tout cas, c'est un peu ça, c'est le fait de se libérer plutôt de l'alimentation, ça te libère, mais partout en fait, partout ça ouais, c'est comme tu l'as dit, ça rend ta vie plus merveilleuse, mais pas que, juste, ouais, bon, bah, maintenant j'ai plus de charge mentale alimentaire. Ça va plus loin que ça, en fait. En fait, c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure, hein. C'est, tes relations amicales, tes relations amoureuses, tes relations de travail, ta spiritualité aussi, effectivement, ça peut si jamais tu es sensible à ça, clairement, ça a un impact aussi. Enfin, c'est fou et c'est fou de se dire que j'allais dire c'est juste lié à un problème, mais en fait, pareil, c'est un peu faux de dire c'est juste lié à un problème parce que les troubles alimentaires, enfin, même chose. Moi, j'ai essayé au mieux de développer tout ce qui m'avait mené vers les troubles alimentaires, mais c'est tellement large en fait. Il y a tellement de raisons qui te mènent vers un trouble alimentaire et du coup, bah, quand on est libéré, bah, en fait, je sais pas, c'est comme s'il y avait plein de cases qui se débloquaient d'un coup. Enfin, bref, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. On va Et terminer si ça peut être là-dessus. une ouais, c'est clair, parce que de toute façon, C'est fou je en pourrais fait. continuer pendant des heures. Ouais, je pourrais Voilà, on continuer. pourrait parler pendant des heures, mais effectivement, en tout cas, c'est un beau cheminement. Moi, vraiment, je tiens à te remercier du fond du cœur, Inès, pour Oui, moi tout ce que aussi. tu as partagé, pour tout ce que tu fais, pour qui tu es. Voilà, Oh, c'est tu rayonnes, gentil. tu es souriante. Enfin, moi, ça me fait chaud au cœur d'échanger avec toi. Euh, Oh, je serais ravie d'échanger à nouveau si tu le souhaites. Et du coup, oui, pour quand les tu veux. personnes qui souhaiteraient te retrouver, où est-ce qu'on peut le faire? Alors, j'ai un compte Instagram qui s'appelle c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai un compte Instagram qui s'appelle Lâche ton assiette, donc vous pouvez me retrouver dessus et voilà, j'essaye au maximum de répondre aux gens, donc n'hésitez pas. Eh ben, trop bien. Écoute, moi, de toute façon, je mettrai tous tes liens dans la barre de description du podcast ou de la vidéo Trop YouTube chouette. en fonction de là où vous nous écoutez. Mmh. Donc, n'hésitez pas, voilà, à envoyer un petit message à Inès ou à moi. Vous savez que on est hyper ouvertes toutes les deux. On sera ravis de vous répondre, de vous aider, de vous guider au mieux parce que, voilà, on sait que c'est pas un parcours facile, mais voilà, il y a des ressources aujourd'hui et ça, c'est trop chouette. Écoute, encore une fois, merci Inès. Moi, je vous souhaite à Merci à tous toi. une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Savoure la vie. Et voilà pour ce bel échange avec Inès. J'espère qu'il aura pu vous inspirer, j'espère qu'il aura pu résonner en vous. D'ailleurs, si c'est le cas et si les troubles du comportement alimentaire font partie de votre quotidien et que vous avez vraiment envie de vous en libérer mais que vous ne savez pas comment faire ou que vous retombez dans vos schémas destructeurs, eh bien sachez que mon coaching Savoure la vie est fait pour vous. C'est un coaching individuel, holistique sur plusieurs mois où je vous accompagne pas à pas à sortir des troubles alimentaires, à retrouver une belle relation avec la nourriture, avec votre corps et finalement avec toute votre vie. Ça vous permet de vous sentir plus en confiance, de ne plus penser à la nourriture du matin au soir, d'avoir plus d'énergie, de peut-être fonder une famille aussi, de réaliser vos aspirations, vos rêves, de vous reconnecter à qui vous êtes, de redécouvrir des aliments, d'arriver aussi à vous reposer sans culpabiliser et tellement plus encore. Eh bien, sachez que ce coaching est vraiment fait pour vous. Il vous attend, je vous attends. Vous trouverez toutes les informations dans la barre de description, donc vraiment foncez prendre votre place. C'est un très beau cadeau de vie que vous vous faites en rejoignant un tel coaching. Et vraiment, je pèse mes mots, ça peut changer votre vie. Ça va même changer votre vie. Ça a changé la mienne. Ça a changé la vie de mes coachés. Donc, autorisez-vous. Vous pouvez le faire. Tout part d'une décision. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une magnifique journée.